Merci beaucoup Franck Lanoux d'avoir Bonjour, accepté Estelle. cette invitation. Avant d'aborder ce fameux dictionnaire amoureux de la radio, j'ai une petite question. Quand vous étiez petit, vous rêviez de faire quoi? De la radio. Ah, Mais comme c'est bizarre. c'est curieux, c'était pas l'antenne qui m'intéressait, c'était le système. Moi, j'avais assisté beaucoup, enfant, à des émissions en public. Ma maman m'emmenait dans les couloirs d'Europe 1, etc. Je trouvais ça formidable et assez magique, en fin de compte. Et puis, j'ai appris, au fur et à mesure, que l'équation était tellement facile, tellement souple, tellement rapide en radio. On fait exactement ce qu'on veut, C'est quand la on veut, en liberté. direct. C'est une liberté de ton, d'expression, mais c'est aussi une liberté de production. On Et va en ça, c'est parler une chance formidable. On va en parler de la liberté, mais revenons sur ce dictionnaire. D'ordinaire, c'est un auteur, un livre. Là, il y a 114 personnes qui écrivent dans ce bouquin, ça fait 500 pages. C'est plutôt assez drôle, hein. Il y a des présentateurs, des directeurs de programme, des techniciens, des DJ. Pourquoi un ouvrage collectif? Cette collection existait depuis plus de 20 ans. Ils ont tout fait, je crois. La télévision, ils ont fait la presse, New York, la bêtise, le Japon, l'architecture. Bref, ils n'avaient jamais fait la radio. Et quand je leur ai posé la question, j'ai compris qu'il y avait une difficulté et qu'il fallait que j'arrive avec une idée originale, en fin de compte. Et puis, donc, je suis arrivé avec cette idée d'un ouvrage collectif qui n'existait pas dans la collection ordinaire. Et ils ont craqué sur l'idée. Et donc, en effet, je me suis retrouvé à faire un casting exceptionnel. Il y a 114, près de 120 personnalités qui ont écrit avec moi ce dictionnaire. Alors moi, je me suis attardée dans le livre sur ce que raconte Wendy Bouchard, son expérience, comment elle a vécu à l'antenne, en direct, les attentats de Charlie Hebdo. Et là, on prend conscience, en fait, de l'instantané de la radio. C'est ça qui fait le succès de la radio ou pas? C'est précisément le mot qu'elle a choisi, et c'est vrai que ça, c'est un élément absolument magique. On est ce matin en direct tous les deux, il y a une équipe importante, etc. Et c'est vrai qu'en radio, vous êtes encore plus responsable de votre éditorial parce que vous êtes réellement seul. C'est très facile à produire, en fin de compte. Et donc, cette solitude, elle vous fait en effet toucher à certains moments un peu de vertige. Et l'instantanéité, qui est très fort en radio parce qu'on est totalement en direct, principalement en direct. Et cette facilité, elle vous met vraiment en contact avec le quotidien. Elle vous fait être vrai? Elle vous oblige à être vrai? Je pense, parce que j'ai l'impression que l'image, elle peut créer parfois un trouble. Elle envoie beaucoup trop d'informations, l'image. Alors que l'absence d'image n'envoie que votre voix, que votre conviction, que votre passion, que votre culture. Et c'est ça, en effet, qui est formidable en radio. Vous n'avez que ça, mais c'est peut-être ça qui est de plus fort et de plus humain. Alors Jean-Michel Jarre écrit aussi dans votre bons livre, oui, et il parle de la radio comme d'un acte militant. La radio, ça a été, et ça l'est encore régulièrement, assez critiqué. Pourtant, la première matinale de France rassemble 4,5 millions d'auditeurs. Est-ce que la radio est réellement en danger aujourd'hui ou pas? Moi, je ne crois pas. Je pense même qu'il y a des nouvelles fonctions comme le replay, le podcast, qui s'ajoutent en fin de compte à la radio. Avant, vous n'aviez pas le choix. Vous deviez prendre rendez-vous avec la radio dans votre voiture, dans votre salle de bain, dans votre cuisine. Tout ça était un petit peu contraint. Aujourd'hui, vous êtes totalement libéré. Donc, ces nouvelles fonctions qu'offre quelque part le digital vous libère, en fin de compte, parfois de la contrainte du rendez-vous. Donc, ça offre des facilités, des capacités supplémentaires. Et puis, tous les Français ont, grâce au smartphone, un transistor dans la poche. Alors ça veut dire que vous êtes d'accord avec Pierre Bélanger qui affirme que l'âge d'or de la radio est devant nous. Pourtant, l'essor des podcasts pourrait vous donner tort. En fait, est-ce que la radio, l'audio plus exactement, pourrait remplacer la radio? Non, le podcast, c'est de la radio. Et je crois dans les 50 premiers podcasts de France, il n'y en a qu'un qui n'est pas issu d'un programme radio. Donc, vous voyez, il y a un avenir considérable. La radio, c'est une facilité de production extraordinaire. Et le podcast est venu s'ajouter, en fin de compte, à sa consommation. Et donc, je ne suis pas du tout inquiet pour l'avenir et de l'audio et de la radio. On parlait de la liberté. En fait, on peut dire plus de choses à la radio qu'on ne peut en dire à la télévision. Moi, j'ai souvent accueilli des invités qui sortaient du studio en se disant « mince, j'en ai dit beaucoup trop ». Parce qu'en effet, vous êtes tellement libre. Vous pouvez arriver en jean, vous pouvez arriver parasé, vous pouvez arriver avec des idées un peu préconçues. Puis, en effet, vous êtes comme ça, à une table, assez simplement. Et donc, vous pouvez en effet être amené à en dire beaucoup plus que vous voulez. Donc, c'est une liberté. Oui, c'est sûr que ça vous permet, en fin de compte, d'en dire un peu plus. Et c'est pas plus mal. C'est les yeux dans les yeux. Revenons à la grève des journalistes du JDD, si vous voulez bien. C'est toute une rédaction qui s'oppose à l'arrivée de Geoffroy Lejeune et soutien d'Éric Zemmour à la dernière présidentielle, est fraîchement nommé à la tête de la rédaction. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que les rédactions détiennent suffisamment
suffisamment de moyens pour garantir toujours leur indépendance? Ça, c'est variable. Ça dépend vraiment des rédactions. Il y a des codes, il y a des outils, même dans les rédactions, qui permettent comme ça d'avoir des leviers et de garder, en fin de compte, cette indépendance. L'indépendance d'une rédaction, elle est essentielle. C'est surtout pas quelque chose qu'il faut remettre en cause. Et les outils, s'ils n'existent pas, au Journal du Dimanche, et je pense que c'est forcément des choses qui vont être amenées à mettre en place prochainement. La grève au GDD, mais aussi les nombreuses grèves qui ont eu lieu à Radio France cette année. On parle beaucoup de pluralisme dans les médias. Est-ce que le pluralisme est en danger selon vous? C'est le contraire. C'est le contraire. La technologie, elle vous a surmultiplié les productions d'informations. On peut tous dire, tout peut s'échanger assez librement aujourd'hui, même parfois secrètement. Et même parfois, c'est un problème. Parce que les médias perdent parfois conscience que c'est elles qui ont cette capacité de vérifier, de certifier et de donner du sens à l'information. Donc, il ne faut pas que les médias s'oublient, en fin de compte, dans cette espèce d'énorme production. Et donc, c'est plutôt le contraire. Il y a plutôt trop d'informations, peut-être. Alors, on n'a pas le droit de le dire comme ça, bien évidemment. Mais une chose qui est sûre, qu'il ne faut surtout pas avoir peur d'un manque de pluralisme. Il n'y en a jamais eu autant. Alors, vous qui avez été le patron de RMC pendant de très nombreuses années, donnez-nous votre secret. Comment on construit une grille des programmes réussis? On pense par exemple à la rentrée. Vous savez que la radio, c'est un terrain de jeu. C'est une technologie très simple et on peut tout faire en radio. Pour vous, c'est vous qui le dites. Oui, mais je le sais parce que la radio musicale, ça n'a rien à voir avec une radio qui parle. Il y a des radios qui diffusent des matchs de football en direct, d'autres c'est des concerts de musique classique. Tout est possible en radio. Donc il y a 50 façons de produire une grille de radio. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de savoir, c'est de donner du sens à sa radio. Et après de creuser quelque part un peu son sillon, c'est-à-dire d'alimenter en fin de compte le sens qu'on veut donner à sa radio. Mais il faut d'abord donc définir un sens. Et je pense qu'il y a des radios aujourd'hui qui sont un petit peu perdues parce qu'elles ont perdu leur propre sens. Il y a peut-être un manque de personnalité. En tous les cas, je rappelle votre ouvrage, Franck Lanoux, enfin votre ouvrage. Vous êtes 114 derrière. Je vous dis tout de suite, c'est 500 pages. C'est ma dernière question. C'est un bon bouquin de vacances ou alors c'est vraiment un dictionnaire? Ah non, c'est un bon bouquin, d'accord, parce que vous retrouvez 150 personnalités qui sont dans ce dictionnaire, donc vous allez prendre beaucoup de plaisir, soit à rentrer par les mots, soit à rentrer par vos personnalités, animateurs, patrons préférés, donc je pense que c'est plutôt chouette. Et puis ce sera aussi un beau cadeau de Noël, je suis sûr. C'est plutôt chouette. Voilà. Merci beaucoup, Franck Lanoux, d'avoir été avec beaucoup. nous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les deux. On était ravis de vous voir, en plus de vous entendre, comme quoi la télé a aussi ses avantages. Merci.